Gérard Longuet est l'invité de Prof par 3 ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va parler aujourd'hui compétitivité et cacophonie aujourd'hui sur les 35 heures. On va parler bien sûr aussi de la compétition interne à l'UMP et des appels à manifester de Jean-François Copé. Samir Tounzi de l'AFP viendra vous demander sur ce plateau si vous êtes prêt à descendre vous aussi dans la rue. Et puis, est-ce que ce climat politique favorise au Sénat les affaires de la droite qui ne perdent pas de vue l'objectif 2014, c'est-à-dire reprendre le Sénat? Michael Zamès de Public Sénat vous interrogera sur ce sujet. Mais pour commencer, Gérard Longuet, la durée légale du travail ne changera jamais tant que la gauche sera au pouvoir. C'est la déclaration cet après-midi de Jean-Marc Ayrault à l'Assemblée nationale. Il a tenté d'éteindre donc l'incendie qu'il avait lui-même allumé le matin dans Le Parisien sur les 35 heures. Est-ce que la polémique est close ce soir? C'est un gouvernement qui est coutumier du fait. En général, c'est un autre ministre qui dément un ministre précédent. Aujourd'hui, comme c'est Ayrault qui avait ouvert la porte de la remise en cause des 35 heures, c'est Ayrault qui, découvrant sa maladresse vis-à-vis de son camp, a fermé la porte des 35 heures. Je le regrette. Je le regrette parce que c'est la question majeure de la compétitivité de notre pays, c'est la durée globale du travail. Sur laquelle la droite n'est jamais revenue non plus lorsqu'elle était au pouvoir. Alors, vous avez tout à fait raison de le dire et j'en souffre. J'en souffre parce que je considère en effet que nous avons traité les 35 heures par l'extérieur, à travers les heures supplémentaires, ce qui était pour le pouvoir d'achat des salariés une bonne affaire, mais nous ne sommes pas rentrés dans le cœur du sujet. Et le cœur du sujet, c'est qu'un salarié allemand, en moyenne, travaille 150 à 170 heures de plus qu'un salarié français. Et ça, cet écart-là, il pèse terriblement sur notre compétitivité. On va en parler dans quelques instants. Mais autour de cette affaire des 35 heures de Jean-Marc Ayrault, est-ce que ça pose plus globalement le problème de la crédibilité du Premier ministre ou tout simplement le problème du cap de l'action gouvernementale? Je crois que j'ai connu les gouvernements au siècle précédent. Et ce qui a changé, c'est l'extrême réactivité de l'opinion sollicitée par une offre médiatique considérable. Depuis naturellement les chaînes de télévision, les radios, là, Internet. Un entretien pour la presse écrite qui est donc relu par les services du Premier ministre. Tout est immédiatement relayé, amplifié, et il faut que chaque homme politique qui a une responsabilité, et j'en ai exercé il n'y a pas si longtemps que cela, doit avoir l'idée qu'il est dans un baquet de Formule 1 et que lorsqu'on effleure l'accélérateur, le risque de tête à queue est presque immédiat si on ne maîtrise pas tout. Or, très souvent, ces ministres-là manifestent. Nous nous sommes trompés, nous aussi. Mais ceux-là, presque systématiquement, se trompent tous dans le dosage de la communication. Ils parlent comme s'ils étaient... expérience politique, il connaît pas, tout pas ça. gouvernementale, pas du tout. Il a été président de groupe, je l'ai été aussi au Sénat, c'était une responsabilité très importante, mais on n'a pas l'extrême pression des médias. Lorsque vous êtes Premier ministre, et j'ai vu de très près Édouard Balladur par exemple, j'ai vu de très près François Fillon, la moindre réaction, le moindre mouvement de sourcil en réponse à une question peut être interprété et avoir des conséquences, hier sur la valeur du franc, aujourd'hui sur les taux d'intérêt à court terme. Mais alors c'est quoi? C'est une gaffe du Premier ministre? C'est l'amateurisme? Est-ce que vous êtes de ceux qui alimentent le procès en amateurisme? Je pense profondément que c'est un manque d'évaluation exacte des conséquences des comportements et de l'expression. Un ministre aujourd'hui, à fortiori le Premier ministre, j'ai presque envie de dire, n'a plus le droit de réfléchir publiquement. Il est là pour énoncer des certitudes qu'il a assumées, qu'il a préparées, mais il n'a pas d'état d'âme à avoir. Il y a une formule d'ailleurs que je condamne complètement pour un ministre. À titre personnel, je pense que ça n'existe pas. Ou bien la formule, nous pourrions réfléchir à... Réfléchir, c'est le rôle du Parlement. Un rapporteur dans une commission, un président de commission au Sénat ou à l'Assemblée a le droit de réfléchir. Un ministre engage l'action collective du gouvernement et donc toute phrase est une phrase de la décision et non pas une phrase de la réflexion. Du coup, Jean-Marc Ayrault parle trop, alors il s'expose trop? En l'occurrence, il s'est trop exposé, je le pense sur ce point. Je ne dis pas qu'il a tort, car je souhaite qu'on ouvre le débat sur les 39 heures nécessaires, mais lui était, à mon avis, pas en position de le faire par son statut de Premier ministre. Mais alors il s'expose trop au risque de fragiliser le président de la République s'il ne lui sert plus de bouclier? Oui, mais ça fait bien longtemps que les premiers ministres ne servent plus de bouclier au président de la République depuis le quinquennat. Car depuis le quinquennat, et Nicolas Sarkozy en avait fait en quelque sorte son acte de foi, le président est en première ligne. Donc c'est à lui de monter en première ligne, notamment pour faire des propositions? Il y sera contraint.
Alors on va le voir notamment sur la compétitivité. Il a déjà parlé d'ailleurs hier, François Hollande. Oui. Parce que la force du Premier ministre du septennat, c'était qu'il conduisait une bataille législative. Et il était jugé au succès ou à l'échec des législatives. Là, les législatives sont couplées avec le présidentiel. Exactement, vous avez tout compris. François Hollande est intervenu hier sur la compétitivité. Il a dit qu'il n'y aurait pas de choc, mais un pacte de compétitivité et que les mesures vont être prises au mois de novembre. Elles s'étaleront dans le temps pour éviter tout choc à l'économie française qui est déjà fragile. C'est une erreur. C'est une erreur. Pour le choc. Je suis tout à fait pour le choc et je vais vous dire pourquoi. Parce que la France est jugée, comme tous les pays du monde d'ailleurs, par ceux qui, ayant des liquidités, veulent les placer sur un pays en espérant que ce pays réussisse. Si vous annoncez une intention forte, même si les résultats ne sont pas encore dans les faits, vous rassurez ceux qui ont envie d'investir, ceux qui ont envie de vous faire confiance. En annonçant les mesures fortes, et naturellement en mettant en œuvre celles que vous pouvez tout de suite mettre en œuvre, vous donnez un ballon d'oxygène à votre pays. En diluant, comme le petit pousset, caillou par caillou, vous donnez le sentiment de ne pas y croire et vous n'avez pas ce choc de confiance que aurait pu créer, par exemple, le rapport Gallois que j'ai parcouru comme vous dans la presse. Le rapport Gallois, c'est une vraie révolution. Si le président Hollande présentait le rapport Gallois, les analystes extérieurs, je ne parle pas des Français, les analystes extérieurs et ceux qui ont de l'argent, j'allais en chercher dans ma poche, les placeraient sur la France en disant voilà un cheval qui va gagner la course. En espaçant, vous découragez ceux qui veulent investir. Sauf que le rapport Gallois risque de connaître le même sort que le rapport Attali sous Nicolas Sarkozy. Attali, c'est pas tout à fait de même nature. Attali a annoncé toute une série de mesures. Qui étaient quand même pour porter la croissance française. Les 3/4 d'entre elles ont été adoptées et utilement adoptées. Certaines symboliques, comme les taxis, n'ont pas abouti. Attali n'avait pas traité de la durée du travail, ce qui à mon avis est une erreur, à ma connaissance. Mais toute une série de mesures, notamment sur les professions réglementées, sur la libéralisation de l'activité économique, ont été adoptées dans le sillage du rapport Attali. Attali était peut-être plus exhaustif, avec moins de locomotives de décision. En tout cas, ça pose le problème des rapports qui sont extérieurs à la majorité, à l'exécutif, et qui sont forcément critiqués par des députés, des parlementaires, qui ne sont pas contents d'avoir été mis un peu à l'écart. Vous l'avez fait en 58 avec Rouen, avec Armand et Rueff, et ça avait été très bien, très accepté, parce que ce rapport avait accompagné une dévaluation. Et donc chacun avait compris à la fois qu'il y avait une dévaluation, aujourd'hui impossible, pour relancer l'économie, et des mesures de libéralisation que la France attendait depuis très longtemps. Alors, vous avez dit quelque chose de très juste. Les parlementaires n'aiment pas être dessaisis du devoir et de la responsabilité de proposer. Vous avez grogné contre Force le rapport Attali. Absolument, moi le premier. Gallois, Et même chose pour Grenelle de l'environnement, j'avais râlé en disant, mais attendez, nous sommes capables. Nous sommes capables de faire un certain nombre de choses. Je pense que l'erreur du gouvernement précédent, que j'ai soutenu, et l'erreur de ce gouvernement est de ne pas s'appuyer assez sur le travail parlementaire. Il y a au Parlement, Assemblée, Sénat, des gens compétents. Pourquoi diable ne pas les mettre en face de leurs responsabilités plutôt que d'en faire des chambres d'enregistrement bougonnes? Et est-ce que l'exécutif doit s'appuyer sur les patrons lorsqu'ils font des propositions, lorsqu'ils posent même un ultimatum au gouvernement sur la compétitivité? Là, ils sont plutôt dans un rôle politique, qui est le leur aussi. Je vais vous dire. La compétence n'est jamais inutile, même en politique. Il se trouve que pour parler de médecine, les médecins ne sont pas inutiles, et pour parler d'économie, les chefs d'entreprise ne sont pas inutiles. Maintenant, mais les mêmes chefs d'entreprise, on ne les a pas entendus quand les gouvernements laissaient filer les déficits. Parce que les chefs d'entreprise, comme les médecins, comme les intellectuels, ou comme, je ne sais pas, les maréchaux ferrants, n'ont pas la responsabilité du pays tout entier. La noblesse du gouvernement, et j'ajoute des parlementaires, c'est qu'ils ont à répondre du pays tout entier. Et donc, lorsqu'ils font plaisir aux uns, ils doivent avoir le souci de ne prendre en considération la situation des autres. Par exemple, lorsque les chefs d'entreprise nous disent « allégeons les charges sociales », ok, pourquoi pas, mais nous avons, nous, le devoir de savoir comment la dépense sociale nécessaire sera financée. Le chef d'entreprise, ce n'est pas son problème. Oui, son problème, 30 milliards aux entreprises, qui va payer ces 30 milliards? Et voilà. Et nous avons, nous, parlementaires de droite ou de gauche, nous avons le devoir du collectif, de la réflexion globale. C'est pour ça que nous sommes des parlementaires nationaux et pas simplement des lobbyistes d'intérêt. Mais est-ce que ce dialogue difficile entre les patrons et le gouvernement, en ce moment, ça vous inquiète?
Oui, parce que les patrons ont un avantage sur les hommes politiques qui va peut-être vous surprendre, c'est qu'ils ont, pour les plus grands d'entre eux, naturellement la dimension internationale. Et ce dont la France souffre, c'est qu'elle regarde son nombril et qu'elle ne regarde pas assez ses voisins. Laurence Parisot avait parlé de racisme anti-entreprise, vous iriez jusque-là? C'est des mots qui n'appartiennent pas à mon langage. Est-ce qu'il faut relever la TVA sur les restaurants? Le deal, disons qu'on l'a rétrospectivement, ce n'est sans doute pas prioritaire. Pourtant, les engagements qui avaient été pris par la profession en 2009 n'ont pas été tenus. Il y a un rapport d'un député qui sort cette semaine. On peut discuter. Ce qui est vrai aussi, c'est que lorsque la profession a pris les engagements, la crise économique, la régression de 2% en 2009, la toute petite croissance de 2010-11 n'était pas non plus prévue. Et d'autre part, les chefs d'entreprise de la restauration ont tellement d'autres soucis liés à la réglementation sociale ou à la réglementation technique qu'ils ont sans doute biaisé pour essayer de sauver leurs entreprises, ce qui est le premier rôle d'un patron. Mais c'était une erreur de Sarkozy de baisser la TVA? C'était pas une erreur, c'était un engagement qu'il avait pris à la lumière de la situation d'avant 2008. Peut-être avons-nous manqué de faire de l'automne 2008 une rupture totale. Jean-François Copé, on en arrive à l'UMP. Il multiplie les propositions choc pour remporter cette tête de l'UMP. Alors la dernière en date, il appelle les Français inquiets à descendre dans la rue et à manifester. Inquiets de quoi, pardon? Inquiets de mesures. Il n'a pas précisé. Inquiets de certaines mesures que pourrait prendre le gouvernement. Est-ce que là, Jean-François Copé sort de la limite du débat démocratique? Oh, le droit à manifester est un droit reconnu par la loi, par la Constitution. Se faire d'abord au Parlement. Simplement, d'abord, il doit se faire au Parlement, il doit se faire sur des propositions. Et je voudrais rappeler que la grande manifestation à laquelle il faisait référence, celle de 1984 sur l'école libre, c'est une manifestation qui est venue des écoles elles-mêmes. Elle n'est pas venue des partis politiques. Tout à fait. Les grandes manifestations agricoles sont venues de la FNSEA, elles ne sont pas venues des partis politiques. Les partis politiques, dans notre pays, à l'exception des grands rendez-vous que sont les présidentielles, mobilisent rarement des dizaines de milliers de militants, d'adhérents, de passionnés. Et je crois que Jean-François Copé était, à mon avis, c'est pas sa meilleure inspiration. Il a raison de parler d'une inquiétude, mais c'est sur des sujets de société, le mariage, des sujets de société, la nationalité. Nationalité, c'est du droit, on peut dire c'est les partis politiques. Le mariage pour tous. Le mariage, c'est une affaire pour tous, ça veut dire quoi? Non, le mariage, le mariage reste limité, il n'est pas pour tous. Mais ce mariage, cette conception du mariage qui, au fond, repose sur le refus de la différence sexuée, l'homme, la femme, c'est un débat qui concerne d'abord les convictions intimes de chacun. Il se trouve que le droit civil les a entérinés. Je pense que ceux qui s'expriment aujourd'hui avec le plus de force, ce sont ceux qui, depuis plusieurs millénaires, je pense au grand rabbin Gilles Bernheim, ou bien aux évêques de France, qui depuis plusieurs millénaires ont réfléchi à ces questions. Alors nous avons des associations qui disent, qui défendent la théorie du genre, que je connais bien, mais qui a 50 ans d'existence. Vous dites que c'est plutôt à ces associations de porter ce débat-là plutôt qu'à un parti politique? C'est plutôt à ces associations de le porter et de l'expliquer, et aux partis politiques de rappeler que ce n'est pas parce qu'on est politiquement majoritaire que l'on doit mépriser des convictions de fond qui se rattachent à des valeurs permanentes. D'ailleurs, vous savez, Léniel avait été, en son temps, à juste titre dénoncé parce qu'il avait eu cette formule invraisemblable. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Et ce que Jean-François Copé dénonce, il n'a pas tout à fait tort, c'est une force gouvernementale qui voudrait imposer, par le bénéfice d'une majorité, une décision qui, en profondeur, choque ceux qui ont réfléchi sur le sujet et qui sont encore une minorité, mais qui sont de plus en plus nombreux. Mais il est un peu dans la surenchère, là, Jean-François Copé. C'est dans son tempérament qui est de dramatiser. Voilà, alors justement, avec ces propositions choc, on dit que Jean-François Copé fait dériver l'UMP vers la droite. La question est posée. C'est l'accusation non seulement de la gauche, mais aussi de certains ténors de droite. Je vous propose de regarder ce sujet de Mathilde Bélanger.
Blanc à faire du pain au chocolat et aujourd'hui appelle à manifester contre l'exécutif. Le camp Copé se veut celui de la droite décomplexée, quitte à faire grincer quelques dents au sein même de son parti. Dernier en date, Benoît Apparu, qui voulait rester non aligné, a pris position pour François Fillon. Il accuse son adversaire de faire bouger le centre de gravité du parti vers la droite. Si on veut maintenir l'UMP demain, il faut que le futur président de l'UMP soit capable de rassembler cette diversité de familles politiques qui composent l'UMP. À partir du moment où Jean-François Copé se fait plutôt le patron d'une des composantes de l'UMP et non pas de l'ensemble de la famille politique, j'ai peur, entre guillemets, pour l'avenir de l'UMP. À 2 semaines de l'élection interne, François Fillon est toujours en tête des intentions de vote chez les sympathisants UMP. Mais selon les proches de Jean-François Copé, les adhérents, eux, seraient naturellement marqués plus à droite. Un sondage place d'ailleurs la motion de la droite forte, l'un des courants les plus radicaux de l'UMP, en tête des intentions de vote chez les militants. La droite forte, c'est quoi? C'est pas une droite plus à droite que les autres. C'est une droite qui assume avec fierté et sans complexe la révolution sarkozyste. Et donc les militants souhaitent prolonger cette aventure collective et humaine et ne pas revenir à la droite d'avant, à la droite du siècle passé, qui parfois avait un peu honte d'être elle-même. Alors l'UMP est-elle menacée d'éclatement? C'est le spectre agité par les soutiens de François Fillon qui mise tout sur le candidat du Rassemblement, à l'heure où Jean-Louis Borloo lance l'offensive au centre en créant l'UDI. L'un des risques actuels, c'est de voir ressurgir RPR-UDF. On voit bien que du côté de l'UDI, ils sont clairement dans cette perspective-là. Et c'est bien pour ça que je fais le choix de François Fillon. Parce qu'effectivement, il me semble que si Jean-François Copé l'emporte demain, nous avons clairement le risque d'avoir les deux tendances qui s'expriment dans deux partis politiques différents. Sur certains points, cependant, les deux candidats semblent avoir rapproché leur point de vue. Lors du débat jeudi dernier sur France 2, François Fillon a rejoint son rival sur la question du ni FN, ni PS en cas de duel électoral sans l'UMP. Voilà, Samir Tounzi de l'AFP nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Samir. On va reparler, Gérard Longuet, des vieilles querelles RPR-UDF, de l'éclatement possible de l'UMP avec vous. Bonsoir Caroline, bonsoir Monsieur Longuet. Bonsoir. Redoutez-vous donc que Jean-François Copé, s'il gagnait, s'il devenait président de l'UMP, alors que vous soutenez François Fillon, eh bien, déplace le centre de gravité de votre formation politique vers la droite? Le vrai problème de l'UMP, c'est que c'est une formidable machine de premier tour et une très mauvaise de deuxième tour. C'est-à-dire un parti qui est isolé et qui ne parvient pas à fédérer autour de lui et qui, au contraire même, on l'a vu en 2004, on l'a vu en 2008 au municipal, on l'a vu en 2010 au régional, rassemble contre lui des gens qui n'ont rien de commun de l'extrême droite à l'extrême gauche, si ce n'est de ne pas vouloir de l'UMP. Pourquoi je soutiens François Fillon? Parce que je pense profondément qu'il a une double caractéristique. D'une part, il fédère toute l'UMP dans sa diversité, et d'autre part, il oblige chacun à prendre sa responsabilité à l'extérieur de l'UMP, c'est-à-dire, allez, qui préférez-vous in fine? Et je crois qu'avec François Fillon, nous serons gagnants au deuxième tour. Et avec Copé, on va vers l'éclatement de l'UMP, on va pas vers l'éclatement des seconds tours où vous seriez encore plus minoritaire? On ne va pas vers l'éclatement de l'UMP, je ne le pense pas. En tous les cas, moi, je respecte les règles d'une élection. Jean-François Copé est élu, il sera notre président. Mais en revanche, nous serons plus faibles au deuxième tour parce que Jean-François est plus clivant vis-à-vis du centre et paradoxalement vis-à-vis de la droite qu'il réveille, de l'extrême droite qu'il réveille et qu'il, à juste titre, qu'il provoque en quelque sorte. Et donc nous risquons de nous recroqueviller, ce qui serait évidemment un échec. Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à un parti en voie de l'eupénisation, pour reprendre les propos d'Harlem Désir au congrès du PS? Pas du tout. Et je voudrais parler de quelque chose qui est peu connu, c'est que le même jour nous voteront pour des motions. Et nous aurons ainsi une photographie des convictions de l'UMP, des membres de l'UMP. Et d'un côté, on aura un président, et de l'autre, nous aurons une sorte de... Des mouvements, en tous les cas, on aura une sorte de rapport d'état des forces intellectuelles à l'intérieur de l'UMP. Moi, je suis exaspéré en tant que membre de l'UMP de voir ma formation représentées par des expressions solitaires qui sont parfois drôles, parfois passionnantes, parfois marginales, parfois excessives, mais qui en tout état de cause n'ont pas d'autre légitimité
que l'autoproclamation. Grâce au mouvement. Les partis politiques. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'au Parti socialiste, par exemple, quand vous aviez, par exemple, Chevènement, on savait qu'il avait une grosse voix, mais qui représentait 5 ou 10% du PS, point final. Là, lorsque l'on parle de l'UMP, nous avons des gens qui s'expriment avec talent ou avec provocation. Que pèse-t-il? Personne n'en sait rien. Grâce au vote des mouvements, nous saurons si l'UMP est ce que je pense profondément humaniste, libérale, girondine, européenne. Elle est gaulliste pour une part, on verra ce que pèse le gaullisme. Elle est très à droite pour certains, et ben on verra ce que ça représente. On vous posera tout à l'heure une question sur la motion Raffarin centrale que vous soutenez. Mais revenons sur cette campagne, cette différence de style entre Jean-François Copé et François Fillon. Chez François Fillon, vous parlez de rassemblement. Il faut, dit François Fillon, ramener vers l'UMP ceux qui ont voté Front National et ceux qui ont voté à gauche pour François Hollande. Mais n'y aurait-il pas davantage de réserve de voix pour vous à l'extrême droite? Vous savez, l'extrême droite, c'est très hétérogène. Moi, je viens de l'extrême droite, tout le monde le rappelle en général. Bon, c'était il y a 40 ans, mais enfin bon, puisqu'on me le rappelle, je puis en parler. C'est qu'il y a à la fois un fond d'extrême droite et il y a, je dirais, les inquiets de la mondialisation. Je vois dans l'Est industriel et ouvrier, le vote ouvrier, lorsqu'il est Front National, et c'est en général le premier ou le deuxième vote ouvrier, c'est un vote de salariés français qui ont peur de la mondialisation. Notre devoir, nous, l'UMP, c'est de leur dire la France est gagnante dans la mondialisation parce que nous sommes capables de vendre nos produits à une seule condition, c'est d'avoir des règles de compétitivité qui soient acceptables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et encore moins avec les mesures socialistes. Est-ce que Marine Le Pen est toujours à vos yeux un interlocuteur possible pour l'UMP? C'est ce que vous aviez déclaré au mois de mai dans Minutes. J'ai signalé le fait que Marine Le Pen, contrairement à son père, ne jalonnait pas jusqu'à présent, c'est moins vrai, son discours de provocation du type du rafour crématoire. Bon, elle l'a jamais fait. Elle a été un petit peu maladroite sur un sujet, mais enfin bon, et c'est un problème pour l'UMP et d'ailleurs pour toutes les autres partis politiques, parce que quand le Front National se caricature, il s'isole. Lorsqu'il ne se caricature pas, il peut attraper à gauche ou à droite ou au centre des voix. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a élection partielle dans la circonscription de Mme Le Pen, en définitive, la décision n'a pas été prise sur l'annulation. Non, pas encore, à Hénin-Beaumont. C'est à Hénin-Beaumont. Ce sera un cas intéressant parce que le Front National prend à tout le monde. Mais est-ce que ça reste un interlocuteur possible ou pas pour l'UMP? Non. Plus maintenant, ça l'était au mois de mai, mais plus maintenant? Non, c'est pas ça. J'ai jamais dit que c'était un interlocuteur possible. J'ai dit que c'était un partenaire plus dangereux parce que tactiquement et sémantiquement plus habile. Il se nourrit de quelque chose qui est durable, c'est la crainte des conséquences de la mondialisation et la crainte d'une société française dont les règles traditionnelles de vie seraient sans contrôle. Un partenaire. Vous avez repris le mot de partenaire aujourd'hui. C'est un partenaire plus dangereux. C'est un acteur de la vie politique plus dangereux. Parce que nous disputons les mêmes électeurs. Mais je vous rappelle que le Parti communiste et Mélenchon les disputent aussi à Marine Le Pen. Vous êtes gêné par certains aspects de la campagne de Jean-François Copé qui fait la même analyse que vous. Il faut endiguer... Aller draguer les électeurs du FN. Je ne suis pas gêné, je pense simplement qu'il a tort. Voilà, par exemple, le racisme anti-blanc, comment avez-vous réagi à cette question qui a été un marqueur fort? On reprend cette question parce que ça a été un marqueur fort de la campagne de Jean-François Copé. J'aime les parler vrais. Et je dois dire qu'après les législatives de 2012, plusieurs députés m'ont dit, sur le terrain, nous avons été pris à partie par des citoyens français qui avaient l'intention de voter ou qui n'avaient pas l'intention de voter, mais qui nous agressaient en tant que, entre guillemets, Gaulois. C'est la première fois que ça arrive, citoyens français, qui vous disent oui, vous les Gaulois. Je dois dire, ça ne me surprend pas beaucoup, parce que j'appartiens à une région, la Lorraine, qui est une terre d'immigration, et je sais très bien qu'entre Italiens et Lorrains, ça a été dans les années 20, dans les années 30, des expressions souvent musclées, de part et d'autre. De part et d'autre. Bon. Donc, si vous voulez, cela a toujours existé. Le dire est-il scandaleux? Non. En faire une affaire nationale, c'est dangereux. Parce que c'est une réalité, ce n'est pas la réalité française.
Que dites-vous à Guillaume Pelletier, que nous avons vu également dans ce reportage, qui redoute ce matin encore dans le Figaro la fin de la révolution culturelle issue du sarkozysme? Que Guillaume Pelletier ait la modestie d'abord de se faire élire sur Guillaume son Pelletier, nom. on va rappeler, c'est le leader de la droite forte. Guillaume Pelletier est un garçon qui a de l'avenir, qui est plutôt brillant. Mais il vous agace. Il m'agace parce que de quel droit parle-t-il? Si vous voulez, il a fait la campagne de Nicolas Sarkozy. Non. Nicolas Sarkozy a fait la campagne de Nicolas Sarkozy et dans son sillage, il y a des gens qui étaient illuminés par le soleil radieux. Mais la politique, c'est d'apporter quelque chose, c'est d'apporter des électeurs. Moi, j'ai été gagner une circonscription de gauche, je l'ai apporté à l'UDF. J'ai été gagner une région de gauche, je l'ai apporté à la majorité. Et je me suis senti le droit de parler quand j'avais réussi des combats électoraux. Ce qui n'est pas encore le cas de Guillaume Pelletier. Il a réussi à être remarqué par des amis de Nicolas Sarkozy, tant mieux pour lui. Ça ne suffit pas à en faire une autorité politique. Vous venez de le rappeler, vous êtes un ancien de l'UDF. Est-ce que vous craignez, avec la création de l'UDI, le retour de la guerre entre l'UMP et l'UDI, qui serait le remake de la guerre RPR-UDF? C'est pas ce que je crains. Ce que je crains, c'est que nos amis de l'UDI, et ceux de l'UMP d'ailleurs, oublient simplement que dans ce face-à-face RPR-UDF, le remake est impossible. Pourquoi est-il impossible? Parce que le Front National existe. Et si, dans une circonscription... Aussi déjà du temps Non, il était marginal. En 81, le Front National était totalement marginal. En 86, il existait grâce à la proportionnelle, mais en 88, il n'a pas fait 10% des voix aux législatives. Le jour où le Front National, et ce jour est arrivé, en 2012, on l'a vu, où le Front National se maintient au présidentiel avec Madame Le Pen et aux législatives dans l'Est que je connais, en Alsace, en Franche-Comté, si vous prenez l'Est de la France, depuis Le Havre jusqu'à Perpignan, tout ce qui est à l'Est, vous avez un Front National qui est à plus de 20%. Donc l'UDI, c'est une menace pour l'UMP alors? C'est une menace pour la droite modérée et pour le centre. D'être absente du deuxième tour, l'un et l'autre, s'ils se divisent en croyant pouvoir rejouer faire le remake du duo RPR-UDF. Or, le débat, il existe à l'intérieur de l'UMP. Moi, mon seul regret, je veux le dire, c'est que l'UMP n'ait pas organisé le débat avant, de telle sorte que Jean-Louis Borloo soit à l'intérieur. Et ce qui serait bien, c'est que Borloo soit candidat aujourd'hui à la présidence de l'UMP. Il a préféré avoir son petit truc à lui. Je crois qu'il a tort. Mais est-ce qu'aux élections intermédiaires, et je pense notamment aux municipales, l'UDI peut servir à reconquérir à droite des villes? Je pense par exemple à des villes qui ont un passé centriste comme Toulouse, ou même peut-être Paris, si Borloo est candidat. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a une territorialisation des comportements politiques, et cette territorialisation est liée à l'histoire même des territoires. Dans l'Ouest catholique, le Front National prend peu, et la position parfois un peu autoritaire et centralisatrice de l'UMP n'est pas acceptée. Donc il y a, ou bien nous évoluons et on regagnera, ou bien l'UDI empochera. En revanche, je crois que l'UDI aura du mal à faire comprendre dans l'Est industriel ou en région parisienne que c'est autour de ses voix. En revanche, en région parisienne, vous avez dans les milieux urbains, quand vous avez des CSP+, vous avez un besoin de différenciation que l'UMP n'est pas capable de totalement absorber. Alors justement, vous nous tendez la perche, Borloo à Paris, c'est une option possible pour que la droite regagne Paris? Moi, je suis né à Paris, mais je ne connais pas la vie politique parisienne suffisamment pour porter un jugement définitif. Je constate simplement qu'aux législatives, nous avons eu de très mauvais résultats. Et donc, est-ce que Borloo pourrait plaire au CSP+, c'est pas certain. C'est pas certain, mais en tout état de cause, à Paris, le Front National est faible. Ce qui fait qu'à Paris, la possibilité de choisir est plus grande qu'ailleurs. Oui, mais est-ce que l'UMP pourrait quand même se ranger derrière un candidat UDI Mais pourquoi se ranger derrière? Comme Jean-Louis Borloo. S'il apparaît être comme le meilleur candidat rassembleur de la droite je rappelle qu'au municipal, il y a 2 tours. Mm. Et les 2 tours ne sont dangereux
que si le Front National vous écarte du deuxième tour, comme Jospin a été écarté du deuxième tour en 2002. Mais s'il n'y a pas ce risque, la comparaison, la stimulation, pour le libéral que je suis, la stimulation, la comparaison ne me gêne pas. Dernière question, Samir. Une dernière question sur les courants, l'émotion, le vote d'émotion, qui est l'autre enjeu du congrès du 18 novembre. Vous soutenez la motion Raffarin avec des gens qui viennent de tout horizon. Est-ce que cette motion, justement centrale voire centriste, peut contenir l'influence de l'UDI sur les militants ou les sympathisants de l'UMP? Je le souhaite profondément. Je souhaite profondément que le message européen, le message libéral, le message girondin, le message de tradition sociale soit fort à l'UMP, pour que mes amis de l'UDI, ils sont tous des amis pour dire la vérité, se disent bah, tiens, après tout, on a notre place à l'UMP dans cette famille-là. Merci Samir Tounzi. Gérard Longuet, on va parler maintenant du Sénat puisque l'ambiance politique nationale se ressent aussi au niveau de la Haute Assemblée. Aux difficultés du gouvernement s'ajoutent ici des problèmes de majorité sur certains textes. Il faut dire que la gauche n'a que 6 voix d'avance sur la droite et du coup certains, notamment à l'UMP, commencent à rêver d'une alternance en 2014. Regardez ce reportage de Sandra Cerquera. Officiellement, tout va bien. Mais hors caméra, certains socialistes se disent inquiets. La majorité est instable, mise à mal sur plusieurs textes, traités européens, lois sur l'énergie, le logement et bientôt le budget. Les couacs se multiplient et les sondages sont au plus bas. Pas facile tous les jours pour la gauche. Je trouve ça totalement excessif, totalement non fondé. Bon, les médias font leur travail et sont volontiers critiques, mais cela n'emporte pas la réalité de l'action gouvernementale. Il faut laisser du temps au temps, comme l'on disait. Mais en politique, le temps s'accélère. À l'UMP, on pense déjà au municipal de 2014 et des répercussions que ces élections intermédiaires pourraient avoir sur les sénatoriales. Et la gauche qui souffre, c'est une aubaine pour l'opposition qui se voit déjà reconquérir le Sénat dans 2 ans pour préparer l'alternance. On récupère 20 villes et l'affaire est réglée. Et c'est ce qui va se passer dans 18 mois. On va récupérer les villes, on en a perdu beaucoup, il faut dire. On va les récupérer. C'est pas uniquement Paris, Lyon, Marseille, il y a tout le reste. Les villes moyennes. Et après, on aura suffisamment de grands électeurs pour reprendre le Sénat, ce qui sera à mi-mandat présidentiel une marque importante de la reconquête. Déjà en embuscade, au groupe UMP, les grandes manœuvres commencent. On parle même d'un match retour entre Gérard Larcher, l'ancien président du Sénat, et Jean-Pierre Raffarin, candidat malheureux à la présidence en 2008. Le sénateur des Yvelines a fait de la reconquête du Sénat une priorité. Le discours est bien rodé, comme s'il était déjà en campagne. Par notre rôle d'opposant déterminé mais aussi constructif, d'essayer de remettre en route cette machine France qui est totalement grippée depuis 4 mois. Deuxième des choses, assumer notre devoir d'opposant et puis préparer l'alternance. C'est des choix politiques. C'est des choix politiques que je conduis pour l'UMP. À la présidence de l'UMP, justement, Gérard Larcher soutient François Fillon, alors que Jean-Pierre Raffarin s'est rangé, lui, du côté de Jean-François Copé. L'unité du groupe sénatorial UMP risque bien aussi de connaître quelques difficultés. Voilà, et Mickaël Zamès de Public Sénat nous a rejoint pour vous interroger. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Perrine, bonsoir Monsieur Longuet. Je vais parler bien sûr dans un instant de l'UMP, mais évidemment on va quand même parler aussi de l'actuelle majorité. Il y a eu pas mal de couacs en série ces derniers temps. Je parle du texte notamment sur le logement, le texte sur l'énergie. Est-ce que vous demandez aujourd'hui au président du Sénat d'intervenir, de taper un petit peu du poing sur la table ? Remettre de l'ordre. De taper du poing, non, de faire son boulot de président du Sénat alors qu'il appartient à la majorité. Traditionnellement, les présidents de chambres, Assemblée nationale et Sénat se retrouvent avec le président de la République, le Premier ministre, pour gérer l'ordre du jour parlementaire. Et avec un petit peu d'expérience, ce couac sur la loi sur l'urbanisme aurait été évité. Logement, voilà. Et puis, de la même façon, ne pas présenter des textes dont on sait qu'ils n'ont pas de majorité, sauf si on cherche la rupture dans son propre camp. Vous dites que le président du Sénat n'est pas assez présent, ne fait pas assez son travail. Je ne sais pas comment fonctionne le système politique socialiste, mais manifestement, il fonctionne mal. Alors, cela pose aussi peut-être un problème sur la crédibilité de la Haute Assemblée. Non, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un petit problème de crédibilité en ce moment ? Ça, c'est une autre affaire de plus long terme. Je pense que le recrutement du Sénat a considérablement évolué
notamment avec la proportionnelle dans les grands départements. Alors d'un côté, c'est une respiration avec des personnalités plus originales, et de l'autre côté, nous n'avons plus les hommes politiques, les femmes politiques, enfin les hommes politiques d'expérience. Je vous rappelle que les hommes, c'est un terme générique qui comporte les femmes. Un homme sur deux est une femme. C'est bien le renouvellement aussi. Ça a du bon en apparence. Mais je dis ça a du bon en apparence parce qu'il y a une verdeur, une fraîcheur dans l'expression. Mais il y a aussi une superficialité dans les prises de position et de temps en temps, on a l'impression que nos collègues réinventent l'eau sucrée. Et l'eau sucrée existe depuis très longtemps. Ils sont un peu trop jeunes, un peu trop verts, oui. Vous visez bien. Mais ce qui pose problème, surtout en ce moment, je pense au PLF et je pense au texte sur l'électricité, ce sont plutôt les communistes qui, eux, sont implantés depuis plus longue date que les Verts au Sénat. Oui, mais ils ne trouvent pas en face d'eux les autorités intellectuelles dans leur camp, à gauche, qui leur permettraient de revenir sur une position solide. Donc au fond, c'est toujours un problème de Mais parce que la gauche est divisée. Le fond du problème, c'est exactement ça. La gauche est divisée parce que les Verts ont décidé de faire du nucléaire leur cheval de bataille pour en priver la France. Et les communistes, par tradition, et je la respecte parce que c'est aussi la mienne, souhaitent défendre le nucléaire. Donc vous avez une rupture politique à l'intérieur de la gauche et elle s'exprime publiquement. Alors on a vu cette rupture également sur le texte sur l'énergie, peut-être sur le projet de loi de finances comme on le disait. Cette opposition finalement, c'est pas vous, ce sont les communistes. Ils font votre boulot. C'est plus exactement, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité politique. C'est-à-dire on le rappelle, il n'y a 6 sièges seulement. Hein. Non, mais ça c'est des sièges politiques. Mais sur le fond, c'est-à-dire sur un vouloir agir ensemble, il n'y a pas de majorité gouvernementale au Sénat. Il y en a une à l'Assemblée, il n'y a pas de majorité gouvernementale. Il n'y a pas d'accord de gouvernement entre le Front de gauche et le Parti socialiste. Il n'y a pas d'accord de gouvernement. Et l'accord de gouvernement entre les écolos, et le PS, c'est quand même extraordinairement curieux. Parce que quand vous avez un accord de gouvernement avec des parlementaires verts qui ne votent pas, ce qui est quand même l'alpha et l'oméga de la politique gouvernementale, la règle d'or, c'est quand même assez surprenant. C'est aussi assez étrange quand même de voir les communistes et l'UMP être ensemble pour s'opposer sur un texte. Ça vous a pas choqué, vous ? Sur le nucléaire, nous avons toujours été du même avis pour des raisons différentes. Drôle d'attelage quand même. Non, pas du tout. Nous le faisons par intérêt national. Le Parti communiste le fait par intérêt d'entreprise. Mais il se trouve que l'entreprise EDF avait les intérêts de la nation française. Parlons de la droite un petit peu. Il n'y a pas mystère. On sait que vous voulez récupérer le Sénat en 2014. Mais visiblement, il va y avoir aussi un problème car la moitié des sénateurs UMP vont être renouvelés. Est-ce que c'est un handicap pour vous ? C'est en tous les cas une responsabilité et en effet un risque. Mais c'est la règle du jeu. Est-ce que l'hypothèse d'alternance à nouveau du Sénat, de la gauche vers la droite, cette fois-ci, est crédible en 2014 Oui, l'écart est faible et comme le disait Pierre Charon, puisque vous le citiez... 20 villes qui basculent, ça suffirait ? Je n'ai pas la carte électorale en tête comme il peut l'avoir ou comme Jean-Claude Gaudin la maîtrise, mais j'ai aucune raison de penser qu'il se trompe. Il pourrait aussi y avoir un changement de mode de scrutin, ça a été évoqué par François Hollande. On peut tourner cette fois, ça risque de vous handicaper. On peut tourner, pas vraiment. L'expérience prouve que les changements de mode de scrutin, c'est le râteau du jardinier. Vous marchez sur les dents et vous prenez le manche dans la figure. Alors on l'a vu dans le sujet, ça pourrait être aussi le match retour entre Jean-Pierre Raffarin et Gérard Larcher. Vous êtes pour qui, vous ? Je suis pour le meilleur, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ? Non. Est-ce que cette guerre ne veut pas, encore une fois... Non, c'est pas une guerre, si vous voulez. Il y a des postes, il y a des rivalités de personnes. Est-ce que ce sont les deux personnalités les plus crédibles ? Je suis libéral, je suis pour la libre compétition. Je suis un ami de Jean-Pierre Raffarin. Et vous êtes un ami de M. Larcher aussi. Et je respecte le travail de Gérard Larcher. Et je choisirai le moment venu. Il y a sûrement un troisième homme ou un quatrième homme. Il peut y avoir une femme, un jeune, que c'est votre expérience, comme vous. Oui, absolument. Oui, on y vient. Est-ce que vous-même vous inscrivez un petit peu dans ce paysage ? Non, moi j'aimerais avoir des responsabilités plus que j'en ai aujourd'hui. Mais c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin ? J'en ai eu, j'étais très content de les avoir, et puis... on le rappelle, vous avez été ministre, vous avez été président de groupe, élu par 80% des donc membres du groupe. Vous aimeriez reprendre la place que vous aviez laissée à Jean-Claude Gaudin ? Non, il y a beaucoup de responsabilités au Sénat qui sont passionnantes, et comme nous avons des responsabilités tournantes, moi je suis très parlementaire. Je suis très parlementaire, je suis candidat à exercer des responsabilités parlementaires, c'est-à-dire à prendre un dossier
Non, à prendre un dossier et à l'étudier à fond et à faire partager ma conviction par mes collègues de ma majorité ou de l'opposition. Moi, ce qui me plaît, d'une commission. voilà, tout ce qui est le débat intellectuel dans lequel je peux m'engager pour convaincre me plaît. Parce que d'abord était le verbe, d'abord les idées. Et les places, je les ai toutes eues dans la vie politique. Donc, et grâce à Nicolas Sarkozy, j'ai eu le plus beau ministère qui soit. Donc je ne demande rien en termes de statut et beaucoup en termes de responsabilité intellectuelle. On rappelle quand même que vous avez été ministre de la Défense, donc question à l'ancien ministre de la Défense. Il y a eu des bugs informatiques en série qui affectent depuis plus d'1 an le versement notamment des salaires des militaires. Votre successeur, Jean-Yves Le Drian, a décidé de prendre le dossier en main. On peut se demander pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait avant ? Parce qu'en réalité, il y a des difficultés, elles sont extrêmement marginales et liées à la complexité même du statut du militaire, puisque les militaires ont à la fois une solde principale et des indemnités qui varient en fonction de leurs engagements en campagne, et il faut identifier cela. Nous avons engagé un effort informatique, enfin, c'est pas le ministre qui l'a fait, mais l'administration l'a fait, et je considère qu'à 98,5%, l'administration a rempli son contrat. Et si M. Le Drian parvient à mettre fin à les excès, j'en suis le premier heureux pour les militaires. Alors évidemment, on va le rappeler, les militaires ont un droit de réserve, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ce sont leurs épouses, entre autres, qui se sont exprimées. Détrompez-vous, il y a une représentation militaire, il y a un conseil supérieur de la fonction publique militaire qui est extrêmement libre dans ses paroles et qui s'exprime et qui a parfaitement le droit de s'exprimer. Et vous les avez entendus ? Nous avons évoqué ce problème. Vous avez entendu aussi cette fronde sur la carte, notamment sur la défense, des problèmes de base, etc. Sur toute la carte qui a été lancée en 2009. La fronde vient plus loin. Non, il y a deux choses très différentes. Il y a la loi de programmation 2008-2015, elle est voulue par le Parlement et les militaires doivent l'appliquer. Et j'ai défendu la mise en œuvre de ce texte et je crois avoir convaincu mes interlocuteurs. En revanche, il peut y avoir dans la mise en œuvre pratique d'une réforme des difficultés. Le ministre a parlé de réforme à la hussarde. Non, une réforme conduite d'une façon énergique, mais on n'a pas le temps d'attendre parce que tout cela, c'est des sommes considérables et ce sont surtout des carrières qui ont besoin d'avoir des certitudes. Donc je pense que la réforme est bonne et je pense qu'il y a à l'intérieur de l'armée, à travers les conseils d'armée et le conseil supérieur, le moyen du dialogue. Nous n'avons pas besoin de manifester parce qu'à l'armée, ça va peut-être vous surprendre, mais on se parle beaucoup en interne. Gérard Longuet, vous avez déjà répondu tout à l'heure, mais je vais essayer de prendre la question différemment. C'est une question de Pierre-Henri via l'application TV-Check de notre partenaire Orange. C'est sur l'attitude de ces maires frondeurs qui ne célébreront pas les mariages pour tous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces maires ? Je soutiens François Fillon. François Fillon a dit qu'il était républicain et qu'il appliquait la loi. Il y a des problèmes de conscience qui ont été reconnus aux médecins. Des problèmes de conscience. Il y a d'autres professions qui ont le droit d'avoir des cas de conscience et qui les exonèrent de mettre en œuvre telle ou telle mesure. Après, tous les maires peuvent demander à bénéficier eux aussi d'un droit de conscience. Je crois que les journalistes en ont un. Donc, oui, mais les maires sont des élus. Les maires sont des élus. Ils sont élus, mais pas nécessairement pour n'importe quoi. Très bien, merci Mickaël Zamès, merci Gérard Longuet d'avoir été notre invité ce soir. Bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat, merci.